Bonjour à tous. Salut Julien, salut Capucine. Salut. Bonjour, Bon, vous allez bien? bienvenue. Ça va et toi? Ben, Prête? ouais, tout va bien. Julien, t'es prêt? Nickel, impeccable. Je vois qu'il y a déjà du monde là sur le chat. Salut Boubacar. Salut Edouble. Jordi Wu. Salut Violette. Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est très joli chez toi, Julien. C'est pas chez moi, mais c'est merci. C'est le bureau de chez The Design Crew. On s'est aménagé un petit studio et voilà. C'est très très stylé. Merci. Super Salut corpo. Nat. J'ai le chat à côté et du coup je lis. Très corpo, Julien. Ouais, très corpo, effectivement. Il faut. Toujours. Et ça va assez bien avec le logo du Design Corner. Du coup, on respecte à peu près le même code couleur. C'était pas fait exprès. Pas du tout. Je repeins pas tous les murs à chaque fois qu'on a un petit live. T'imagines le délire? Exactement. Ça tombe bien pour nous, tant mieux. Salut Bambi. Salut Adrien. Bon bah voilà, on commence à être pas mal. Trop cool, bah merci d'être présent en tout cas. Bon bah, je propose qu'on passe après l'entrée directement au plat. Je te laisse nous présenter On va peut-être. pouvoir commencer? Ouais. Ouais. Bah alors déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour le lancement du Design Corner. On est très très fiers et ravis de le lancer ce soir. Pour le rappel, c'est à l'initiative de la tribe UX de Wevu et on a monté ça avec Jessica. Et voilà, le Design Corner, c'est un outil d'échange, de synergie. On a envie d'être proactif par rapport aux challenges actuels et à venir pour apporter de la valeur à votre business. Et nous, notre objectif, c'est de vous aider à solutionner vos problématiques produits sur des thématiques telles que celles qu'on va aborder aujourd'hui, donc sur le redesign de l'app de Hitch. Juste pour remettre dans le contexte, on va avoir environ 45 minutes d'échange. On va garder 15 minutes à la fin pour approfondir un peu plus des questions qui seront posées sur le chat. Mais surtout, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir à tout moment. Il y aura Jessica qui va nous remonter des questions et on prendra soin d'y répondre du mieux qu'on peut avec Julien. Voilà, on a vraiment envie de garder un esprit de table ronde et d'échange avec et les personnes connectées et les personnes autour de cette table virtuelle. Donc, pour commencer, je vais me présenter, Capucine Labbaye, je suis Product Manager chez Wevu. Je suis actuellement en mission chez Sodexo. Jessica, donc le maire qui s'occupe de toute la régie, qui est Product Manager également et qui est en mission chez Le Point aujourd'hui. Et notre invité, pas des moindres, donc Julien, je vais te laisser t'introduire, te présenter et puis après, on va pouvoir passer sur le vif du sujet. Ça marche, bah merci. Moi, je m'appelle Julien Pelletier. Je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle The Design Crew et qui fait de la formation product design. Alors, pour tout niveau, hein, pour des gens qui veulent se reconvertir, pour des gens qui sont déjà designers ou product managers, des gens qui sont aussi product designers confirmés, etc., etc. Moi, avant ça, j'étais Head of Product Design chez Hitch pendant 4 ans. Bon, en fait, on va pas pouvoir parler d'un gros projet sur lequel on a travaillé, ce qui était le redesign de l'app. Mais avant tout ça, j'ai travaillé un peu chez Blablacar comme designer. J'avais monté une boîte où je m'occupais de tout le produit, tout le branding, tout le design, qui permettait aux gens d'aller dîner chez l'habitant quand ils voyageaient. Et moi, je viens des arts appliqués. En fait, j'ai fait une école d'arts appliqués à Strasbourg et j'ai commencé ma carrière dans le design, mais dans le graphisme publicitaire. Et après, ça m'a emmené dans un cabinet expertise comptable, etc. Donc ça, c'est les sombres recoins de ma carrière pour l'instant. Trop cool. Et du coup, si aujourd'hui sur le Design Crew, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on commence? Ouais, bah c'est une boîte qui a été lancée il y a 2 ans et demi. Et en fait, on a de la formation aujourd'hui essentiellement. Alors, on a testé un petit format de studio, design studio, et c'est un truc que, pourquoi pas, on va le reprendre plus tard. Je sais pas, on se pose des questions. Mais là, pour l'instant, on se focalise sur la formation. Alors, on a le format bootcamp qui est pendant 2 mois, tu vas vouloir te reconvertir en product design et tu vas apprendre un peu les bases du métier et travailler sur des projets un peu concrets. Le dernier batch, on a eu
La Fourche, l'épicerie bio là, et Lydia par exemple. Et on a un format qui s'appelle Advanced, qui est plus pour les designers expérimentés, les product managers qui veulent se perfectionner un petit peu en product design. Et là, depuis hier, en fait, on a lancé des masterclass pour des gens qui sont seniors en design et qui veulent se spécialiser en UX writing, en user research, etc. Design system, test utilisateur. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Trop cool, trop cool. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet et que tu nous parles un peu, voilà, pourquoi un redesign d'une application comme Celltech, un peu les fondements, la jeunesse de ce projet-là et qu'est-ce qui a changé et pourquoi. Ok. Pourquoi tout ça? Alors pourquoi c'est quand je suis arrivé chez Itch, en fait, le design de l'app avait assez peu. C'était en 2017, le design de l'app avait assez peu changé depuis 2013, et en fait, le design commençait à dater un petit peu et n'avait pas été construit de façon à pouvoir utiliser des composants réutilisables, etc. Ce qui fait que d'un côté, on avait une espèce de dette technique qui, à chaque fois qu'on voulait toucher de l'interface, c'était une galère parce que tout était hyper rigide, rien n'était réutilisable, etc. Et de l'autre côté, ça commençait à dater d'un point de vue visuel. Donc, comme on voulait un peu être le petit frère cool de Uber, en fait, ça passait par avoir une esthétique, un visuel un peu plus branché, un peu plus soigné, et une marque derrière qui allait accompagner, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard de la marque, qui allait accompagner justement, qui driver un peu sur le design. Voilà pour les deux grandes raisons, techniques et visuelles. Justement, j'en profite dans le chat, si vous avez également connu un sujet de redesign dans vos expériences, si vous avez des questions, n'hésitez pas à remonter ça dans le chat, ça peut être intéressant. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous aviez eu des remontées même d'utilisateurs qui comprenaient, qui avaient du mal à naviguer sur l'application ou qui voyaient qu'il y avait des problèmes au niveau du design? Pas tellement. Pas tellement, ouais, tu vois. Même pas trop, tu vois, parce que globalement, l'aspect visuel, tu vois, les gens s'en foutent un peu. Mais par contre, en interne, c'était un vrai sujet, tu vois. Moi, je suis arrivé dans la boîte et derrière, dès les premières discussions que j'ai eues, tout le monde parlait du redesign de l'app, etc. Donc, c'était une envie qui était partagée par beaucoup de monde dans la boîte, mais qui avait du mal à voir le jour, quoi. Mais ça venait pas des utilisateurs, tu vois. Genre, le pourquoi on s'est lancé là-dessus, c'était essentiellement technique pour gagner en vélocité. Et puis, inconsciemment aussi, refléter une image plus propre et plus branchée que ce qu'on véhiculait, quoi. Mais personne va se plaindre que son app de livraison ou son app de VTC, elle est pas très belle, quoi. Oui, en fait, c'était plus pour porter la vision, comme tu disais, sur l'image de marque. Ouais, puis refléter quand même une meilleure image aussi, tu vois. Parce que même si ça vient pas des utilisateurs et qu'ils vont pas le demander, ça veut pas dire que ça n'aura pas un impact positif sur eux quand tu vas release un nouveau design, tu vois. C'est parce qu'ils le demandent pas que ça n'a pas d'impact. Et justement, tu disais qu'il y avait un peu un problème peut-être au niveau du workflow entre les équipes. Moi, c'est ce que j'ai pu connaître, mais je suis sûre que toi aussi, Capucine, c'est entre des équipes UX qui vont donner des maquettes. Et au moment où ça passe chez les devs, en fait, ils comprennent pas trop les maquettes. Quand elles sont réalisées, côté UX, c'est en mode, en fait, vous n'avez pas du tout fait ce que je vous avais demandé. Est-ce que tu connaissais, c'était le cas, le contexte ou pas? C'était pas comme ça, en fait. Si tu veux, c'était pas vraiment comme ça parce qu'on avait, pardon, je commence à perdre, j'ai de l'écho en fait dans le casque, mais on n'avait pas ce truc-là parce que globalement, je suis toujours parti du principe que on devait avoir une collaboration entre l'équipe technique et l'équipe design qui disait que on allait dans le sens de l'un et de l'autre en fait, et on s'adaptait toujours à ok, techniquement, ce que tu as fait, c'était peut-être pas faisable comme moi je l'ai designé. Tant pis, et puis fais-moi part de tes contraintes et derrière on va adapter notre truc. Et ça marchait dans l'autre sens aussi, tu vois. Genre, si en bonne intelligence, c'est capable de dire cet aspect-là design que j'ai designé,
il faut que ça soit implémenté comme ça. Bah, en fait, tu essaies de trouver une solution, quoi. Mais tu vois, t'as pas le côté un peu en cascade de euh, l'équipe design l'équipe design qui fait quelque chose, qui balance ça au dev, et derrière, bah, qui est déçu, frustré parce que c'est pas implémenté comme ça, etc. Tu vois. On essayait d'être en meilleure intelligence que ça, en fait. Ok. Au niveau de l'équipe, vous étiez organisé comment justement pour qu'on replace un peu le contexte et qu'on comprenne mieux? Là, peut-être que je parlais d'un contexte où des équipes un peu plus grandes, où il y avait peut-être plus de workflow, où c'était un peu plus compliqué de discuter entre nous. Voilà, c'était comment chez Itch? Eh ben, quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand monde dans l'équipe product design. Quand je suis arrivé, il y avait un designer qui était généraliste, une personne qui était côté branding, visual design, mais personne dédié 100% au product design, ce qui fait que quand je suis arrivé, tu vois, genre l'organisation était très simple, hein. Il y avait 2 PM, il y avait moi, il y avait des devs, tu vois. Mm. Et quand tu arrives, en fait, quand tu es dans un contexte comme ça, où il y a déjà des équipes techniques qui roulent avec, tu vois, 2 équipes distinctes avec un product manager et des devs et un autre product manager et des devs, ben toi, tu arrives, tu es designer, tu éteins des feux, tu fais des mock-ups, etc., un peu à la chaîne, et voilà comment ça se passe, quoi. Donc, tu vois, la réflexion de pouvoir se dire, on se lance dans un redesign, ben, c'était peut-être un peu lointain, mais on avait ça en tête. On se disait, ben, c'est pas le truc qu'on va pouvoir faire maintenant parce que on n'a clairement pas la bande passante de se dire, ben, il y a un designer, 2 PM, on va couper cette bande passante-là pour pouvoir travailler sur un redesign. Surtout que le contexte dans lequel je suis arrivé, il était assez particulier. On en reviendra. Je sais que vous voulez aborder cet aspect-là aussi. Il n'y avait pas moyen de couper le tuyau d'arrosage de la ressource produite pour pouvoir bosser sur un redesign, quoi. Donc c'est venu un petit peu après, mais l'organisation au départ était super simple. Ok. D'ailleurs, on a une première question là de Woulomoudou. J'espère que je le prononce bien. Donc, salut Julien. As-tu besoin dans ton métier d'avoir un très solide socle de connaissances en intégration pour mener à bien tes missions? Alors ça, c'est un débat un peu ancestral de est-ce que les designers devraient coder? Euh, je pense pas qu'ils devraient coder, mais par contre qu'ils soient capables de savoir ce que c'est qu'une API, de savoir ce qui est possible de faire techniquement, de connaître un peu les problématiques des plateformes sur lesquelles ils bossent, etc. Je pense que c'est super important, surtout quand tu fais du product design, quand tu fais de l'UX design, c'est des rôles un peu plus spécialisés quand tu bosses en agence, quand tu bosses en grand groupe, etc. T'as pas besoin d'avoir ça, mais quand tu bosses en product design dans une startup, en fait, comme tu es responsable de toutes les facettes du design de ton projet, de la discovery à la delivery, en fait, avoir des notions en technique et savoir comment c'est fait, etc., c'est un vrai plus pour pouvoir accompagner l'implémentation avec les devs le plus facilement possible. Ok. Et on a Ok, donc ça, vas-y. Il y a une deuxième question aussi de Percantes. Donc, c'était quel était le plus gros challenge de ce redesign pour toi? Combien de temps vous êtes donné? Alors, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'était des questions là qu'on se posait aussi de notre côté. Bah, par où commencer? Alors, le plus gros challenge du redesign, c'était de le faire passer dans la roadmap, sûrement, tu vois, de se dire, ben, c'est maintenant, quoi. Genre là, on a des mock-ups, on est content de ce qu'on a. On a fait le travail de tout découper en composants pour avoir un design system, créer des guidelines, créer des specs, etc. On a ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire passer dans la roadmap et c'était ça le plus gros challenge. Je sais on y revient tout à l'heure, donc on creusera un peu plus en détail de comment on l'a relevé plus tard. Ouais. Et combien de temps on s'est donné ça, j'ai même plus la mémoire de ça. J'ai même plus la mémoire de ça. On se doutait bien, on n'était pas naïf au point de se dire, quand on s'est lancé sur le projet, que ça allait nous prendre 3 mois. Mais voilà, quoi, c'est difficile de dire. Par contre, à partir du moment où on s'est dit, on s'y met, on s'est donné, je vous raconterai aussi cette histoire-là. À partir du moment où on s'est dit, vas-y, on implémente, on s'est donné 2 semaines, ou ouais, 2 semaines, un truc comme ça. On a implémenté la majorité des écrans qu'on pouvait. Et puis après, on a fait ce qui restait à faire, tu vois, genre. Mais il fallait frapper d'un grand coup pour se dire, bah voilà, on va couper toute la bande passante dev mobile pendant un certain moment. Il faut que derrière, en sortie, on ait quelque chose de concret et que, ok, il y aura quand même des ajustements, il y aura peut-être un follow-up à faire, mais voilà, ça va pas prendre 3 mois, quoi. Ok, super. Bah justement, c'est pour en venir à ça, c'est de dire, bon, bah maintenant, il y avait une volonté du coup de faire un redesign, peut-être un manque de temps.
un problème de priorisation aussi. C'est de dire comment est-ce que toi, du coup, tu as réussi à le pousser et comment vous avez procédé pour dire, voilà, maintenant, on va faire le redesign, on va commencer par là. Et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour solutionner ce problème au niveau temps au niveau priorisation aussi, et un peu remettre tout dans l'ordre avant cette mise en place-là. Ah, tu sais, c'est comme, tu vois, ils tombent dans la catégorie des projets importants sur le long terme, mais clairement pas urgents. Et dans une startup, tu as tout le temps des trucs urgents, etc. Donc il faut y dédier du temps. Tu vois, genre, il faut que, ne serait-ce que dans l'équipe design, on commence à se dire, vas-y, on travaille un petit peu là-dessus et je sais pas, ne serait-ce qu'un jour par semaine ou un jour toutes les 2 semaines ou le soir de temps en temps, on bosse un peu là-dessus. Le premier défi, si tu veux, c'était de rendre le truc concret. Parce qu'au départ, c'était un truc, moi, je l'ai toujours entendu. Il faut qu'on redesign, machin, ça sera bien quand ça sera redesigné, etc. Mais ça, c'est une envie, tu vois, genre, c'est pas un projet, quoi. Il fallait transformer un peu cette envie-là en truc de concret, le matérialiser, pour derrière avoir une base de discussion, aller voir les founders, aller voir l'équipe dev, leur dire, voilà, en fait, ça pourrait ressembler à ça. Et là, tu rends le truc hyper tangible, hyper concret, sur lequel ils peuvent se projeter et tu peux comparer, tu vois, tu peux dire, ah putain, ouais, on fait quand même un gros jump entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'il pourrait y avoir si on travaille un petit peu dessus. Donc c'est comme ça que tu arrives à avoir le go de, vas-y, on se lance sur un redesign, quoi. Et du coup, c'était quoi la communication avec l'ensemble des métiers que vous avez eu, que ce soit du commerce, du marketing, à quel degré ils étaient impliqués dans tout ce qui est redesign et le fait que ça passe en priorité avant d'autres sujets, par exemple? Alors là, on est un peu loin sur le côté priorité, etc. Parce que dans un premier temps, ça a impliqué essentiellement que l'équipe design. Et globalement, on arrivait à s'en sortir, tu vois, et tout le monde était hyper motivé pour pouvoir redesigner ses tables. Donc, il faisait un peu les efforts de pouvoir pousser des écrans, faire des explorations, etc. Et sur la communication avec les différents métiers, en fait, on était à une époque où, côté branding, on n'avait pas de guidelines, on n'avait pas de plateforme de marque, on n'avait pas grand-chose. On avait juste, voilà, ce que tu voyais visuellement et ce que tu entendais des valeurs de la boîte, de la mission de la boîte, etc. Tu vois. Donc, tu essaies de composer avec ça. Et en fait, si on s'était dit, on attend d'avoir un rebranding, tu vois, vraiment côté marque avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau tone of voice, une nouvelle identité, une nouvelle valeur de marque, des piliers de la marque, etc. En fait, peut-être on y sera encore. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est faire avec ce qu'on avait comme matière et se dire, bah voilà, on entend ça de ce qu'est la boîte, de la bouche des founders. On voit très bien que dans l'application, ça ressemble à ça, etc. Et ça, c'est à garder. Tu vois, là, par exemple, la couleur rose, on n'allait pas la changer dans le redesign. Donc ça, on le garde. Et derrière, on va faire des explorations visuelles dans un premier temps. Tu sais, c'est le côté un peu sexy. Tu commences par là pour le rendre concret. Si t'as pas cette couche visuelle, en fait, c'est difficile de se projeter. Donc, on s'est lancé là-dessus. On a, dans l'équipe design, un peu tous exploré des choses. On a fait appel à des freelances également qui sont venus en renfort pour écarter un petit peu, tu vois, pour explorer d'autres choses, quoi, apporter des nouvelles billes de à quoi pourrait ressembler. Et derrière, il y avait personne à la brand, donc ça n'a pas été validé, etc. Donc on a juste présenté ça à Founders, présenté ça à l'équipe produit, présenté ça même plus largement à la boîte, tu vois, pour avoir des retours et voir comment les gens réagissaient, et puis c'est tout, quoi. On a une question du coup pour compléter ce que tu dis, c'est de Riem Duf qui nous dit, si j'ai bien compris, le travail de conception a été globalement fini avant la priorisation dans le backlog. C'est ce qu'on comprend dans ce que tu dis. Non, parce que tu vois, le travail de conception, ça dépend où il commence et où il se termine. C'est-à-dire que ça sert à rien de se mettre à faire des specs et à faire tous les cases, tu sais, les empty state, les loading state, etc. Si c'est pas planifié, tu vois. Ouais. Si tu sais que tu n'auras pas de bande passante, nous, on aurait perdu notre temps, quoi. Mais par contre, on commence à explorer à quoi pourrait ressembler l'app plus tard, donc le style visuel, qu'on commence à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à factoriser d'un point de vue interface et comment on peut commencer à créer un design system avec quels composants qu'on va créer, etc. Ça, c'était fait en amont, ouais. Et justement, à la fin, donc tu as tout ce qui est mood board, un peu la vision, l'esprit, qui valide à la fin, parce qu'il peut y avoir un peu des débats de goût et d'idées. Le rose, ça plaît pas forcément à tout le monde. Comment tu fais là pour un peu
mettre tous les gens autour de la table et s'accorder sur ce qui a été fait. Ça, pour moi, c'est les founders, tu vois. Genre, à partir du moment où tu n'as personne pour la boîte, pour la boîte, pour la brand, tu as personne d'identifié pour côté branding et identité visuelle, bah, c'est les founders, tu vois, c'est quelle direction visuelle vous voulez donner à votre boîte, comment vous imaginez votre application, etc. Donc, c'est un peu eux qui valident. Aujourd'hui, l'équipe est beaucoup plus structurée autour de ces métiers-là. Ça passerait par eux, tu vois, genre, est-ce que visuellement, ça correspond à ce qu'on veut refléter, etc. Mais à l'époque, tu vois, moi, je discutais avec les 3 founders et puis ça vous plaît pas, let's go. Ouais. Bon, c'est vrai que là, on est quand même dans un contexte où c'est du coup, ça va très vite puisque c'est plus petite taille. Là, je pensais aussi plutôt sur des grosses boîtes. Par exemple, moi, j'ai bossé chez Accor où là, bah, en fait, forcément, tu as tout le marketing. Tu peux pas faire ce que tu veux sur la vision métier. Mais effectivement, c'est vrai que ça va plus vite. Bien sûr, c'est clair. Donc, structure, ouais. C'est ça. Pour redonner un peu de contexte, à l'époque où je suis arrivé, on était 60 dans la boîte. Au moment où le redesign a été shippé, on devait être 200, je pense. Histoire de donner un petit peu un ordre de grandeur de où on était la boîte à cette époque-là. Trop cool. Et du coup, en termes de... Donc là, c'était toute la phase d'exploration et de réflexion. Et pour tout ce qui est mise en place, du coup, comment est-ce que tu t'y es pris avec les développeurs, avec les autres UX, donc les 2 qui étaient en renfort, pour que ça puisse être intégré et que vous puissiez commencer à véritablement travailler dessus? Il fallait rendre tout le monde excité sur le projet, des fondateurs aux gens qui allaient l'implémenter, aux product managers, etc. Donc, ce qu'on a commencé par faire pour les avoir de notre côté, c'est organiser ce qu'on avait appelé à l'époque la design retreat, la redesign retreat. Et en fait, c'est 3 jours dans lesquels on est parti tous ensemble. Alors, tous ensemble, c'est tous les designers, un product manager et tous les développeurs mobiles. Donc, ça devait être une quinzaine de personnes. Pendant 3 jours, on a loué un manoir et puis on est allé là-dedans. Et puis, le but, c'était à la fois d'exciter tout le monde sur le projet, mais aussi de pouvoir tester certaines idées qu'on avait. Tu vois, la faisabilité technique de 2-3 concepts qu'on avait en tête. Et aussi permettre à tout le monde, parce que alors, une des spécificités de Hitch, c'est qu'il y a une boîte qui est un peu, pas pionnière sur le remote, mais globalement, qui a toujours fonctionné à distance depuis 2013 qu'elle existe, tu vois. Donc en fait, tout le monde, tous les développeurs étaient éparpillés un peu partout en France, un peu partout en Europe, etc. Les designers, moi je commençais à avoir des designers qui étaient sur Lyon, etc. Donc en fait, permettre à tout le monde de se retrouver et de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, etc. On s'est dit que ça allait bien sceller un peu un état d'esprit d'équipe et derrière nous faciliter un peu l'implémentation. Et une fois qu'on avait ça, alors il s'est passé des mois et des mois et des mois parce qu'il y a des problèmes de priorisation que peut-être on en parlera et sous-jacent un petit peu à tout ce que je raconte. Derrière, on s'est dit, ben voilà, cette équipe, maintenant tout le monde se connaît, etc. Ce qu'on va faire, parce que ça ne terminera jamais dans une roadmap sinon, c'est faire le redesign raid. Alors il y a eu redesign retreat, il y a redesign raid, c'est un peu les noms de code du truc. Et on s'est dit, bah là, maintenant le design system a été implémenté, parce qu'il y a eu cette étape-là, j'ai un peu oublié, mais globalement on avait aussi la création de notre design system et s'assurer que tous les trucs tous les composants soient implémentés à la fois sur iOS que sur Android. Donc on avait des interlocuteurs dans l'équipe mobile qui de temps en temps avaient du temps alloué à l'implémentation des briques d'interface. Et une fois qu'on avait ça, les 2 design systems qui étaient implémentés ou enfin développés, on s'est dit pendant 2 semaines, on va prendre toutes les ressources mobiles et on va frapper un grand coup et en fait on va faire notre aide de implémenter la majorité des écrans de l'application. Et on s'est dit, on va faire le flow le principal, tu vois, genre le flow de commande, ce qui est le plus visible des utilisateurs. Et derrière, tout ce qui sera pas fait, ça sera fait au fur et à mesure, tu vois. Et globalement, je suis sûr qu'il y a encore des écrans dans l'app qui sont pas redesignés parce que ça n'a pas été la prio. Tu vois, les écrans de support ou les trucs comme ça où tu as un faible taux de visite de ces écrans-là, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête et se dire, on va l'implémenter, sinon on sort pas notre design, quoi. Donc, on a eu une approche assez lean, tu vois, assez agile de cette release de redesign, de se dire, vas-y, tant qu'on a notre flow principal, on le ship, et puis derrière, on itérera dessus, on construira dessus pour pouvoir implémenter les écrans sur. Au fur et à mesure, du coup.
en passant par les écrans principaux. Et du coup, ça avait été, tu penses que toi, tout ce que, en tout cas, le fait de partir 3 jours et le fait de se faire un peu une espèce de war room pendant 2 semaines, tu penses que ça a été bénéfique, ou si c'était à refaire autrement, tu le ferais peut-être différemment en termes d'organisation ou d'implication? Ça a été bénéfique, pas pour les trucs qu'on pensait. Tu vois, genre, on pensait vraiment qu'on allait créer des choses qui allaient être réutilisables par la suite et sur lesquelles on allait pouvoir se baser Mhm. pour le redesign. Tu vois. En réalité, ça s'est pas passé comme ça. Mais par contre, ce qu'on a créé en termes d'état d'esprit et puis de cohésion dans l'équipe, les gens qui se connaissent, tout ça, oui, oui, ça a été bénéfique et on aurait le refaire, je le ferai clairement, quoi. Ouais. De toute façon, ça passe par là aussi, souvent. Mhm. Alors, on a quelques questions. Donc, il y a quelques questions, on pourra revenir. On a encore 15 minutes à la fin pour les traiter. Donc, vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Mais il y a Edouble qui me demande est-ce que tu as caché des Easter eggs dans le redesign? Est-ce qu'il y a On des aurait bien blagues? aimé. Il n'y a pas de blague, je crois pas. On aurait bien aimé, mais on l'a pas fait. Et pourtant, c'est pas, tu vois, il doit y avoir des fichiers Figma, des fichiers Sketch avec deux, trois blagues comme ça qui n'ont jamais été implémentés. Et c'est dommage, hein, je pense que euh, c'est, il n'y a jamais eu le temps, tu vois. J'ai jamais trop réussi à se dire, vas-y, on a le temps pour implémenter cet easter egg qui va faire marrer, etc. Euh, mais plus ta marque, elle doit être présente, plus tu as envie de miser sur ta marque pour être différenciant, plus il te faut des trucs comme ça, tu vois. Tu regardes un Zenly, par exemple, des easter eggs, ils en ont énormément. Et en fait, parce que leur produit, c'est leur marque également, tu vois, c'est intimement lié. Et je pense que si on avait le truc à refaire, je pense que ben, là, du coup, l'équipe brand, c'est un peu plus développé également, c'est un peu plus structuré, on sait un peu plus, tu vois, Itch aujourd'hui, c'est un peu plus ce que c'est Itch. Et donc, du coup, peut-être il prendrait un peu plus le temps de le faire, quoi. Oui. Et du coup, à l'époque, moi, j'avais une question, c'était est-ce que le design system et le fait pour toute la transformation de ces écrans, est-ce que ça avait été considéré à l'époque comme un produit à part entière, c'est-à-dire avec un backlog propre, ou est-ce que ça avait été, enfin, chacune des évolutions avait été traitée par chacune des équipes produits, mises en place du moins à l'époque? Lors de l'implème, Oui. lors de l'implème, en fait, tu avais ce RAID là où en gros, ça fonctionnait un peu comme un commando et genre les gens ils étaient que là-dessus, tu vois. Et après, il n'y avait pas de produit à part de on doit redesigner, tu vois. C'est les écrans qui étaient un peu tu vois, assignés à certaines équipes, certaines squads, etc. Et en fait, dans leur backlog, à un moment, elles avaient ah bah il y a cet écran-là, ce serait bien qu'on le redesign parce que comment on va y toucher, limite on gagnera du temps en appliquant le nouveau design system qu'en essayant de tordre un peu les interfaces qu'on a actuellement et de les faire rentrer dans voilà dans ce qu'on a dans le produit présent, quoi. Ok. Et c'est quoi les plus grosses difficultés d'implémenter un design system? Parce que j'imagine que c'est un chantier qui doit pas mal prendre la tête pour que tout soit cohérent. Euh, un truc qu'on a compris assez tôt, c'était de pas construire tous les composants dans notre coin, tu vois, genre commencer par tous les composants, parce que si tu fais ça, t'as pas créé tes trucs dans le contexte, et en fait, quand tu vas essayer de les utiliser sur l'écran, sur les écrans, bah, ça va pas fonctionner. Et on n'a pas non plus designé tous les écrans en premier, parce qu'en fait, tu as du mal à factoriser et à créer un design system par la suite. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, et c'est ça qui prend du temps, c'est de construire les deux en même temps et de faire monter, si tu veux, le design system, le niveau de maturité du design system et le niveau de maturité de notre design à peu près en même temps pour pouvoir avoir à la fois les trucs dans le contexte et à la fois avoir toujours en tête le fait de devoir systématiquement factoriser tout et avoir une vue systémique, etc., quoi. Ok. Et au niveau du périmètre du coup que vous avez choisi, donc alors, moi j'ai plutôt connu des design systems qui se mettaient en place avec les nouvelles fonctionnalités. Alors que là j'ai compris que toi, dans votre cas c'est plutôt le contraire, c'était en mode les nouvelles fonctionnalités on le verra plus tard. Ou je me trompe? C'est quoi le périmètre du coup? Ouais, ouais, en fait, on s'est dit, si on veut intégrer de nouvelles idées, des nouvelles fonctionnalités à notre design, en fait, on va jamais shipper et on va découper le problème en plus petites briques et se dire, bah voilà, on va juste travailler sur l'implémentation du design system, parce qu'au final, c'était ça le redesign, c'était une implémentation de design system qui allait résoudre le problème de la vélocité pour les devs, tu vois. Et le côté nouvelles features, etc.,
si on avait voulu rajouter ça, je pense que ce serait un peu trompé de problèmes. Et même, tu vois, tu aurais pu avoir des discussions autour de ces nouvelles features qui auraient bloqué l'implémentation du design system. Et se dire, ben voilà, en fait, on aurait pu commencer à implémenter notre design system, nos écrans, etc. Mais en fait, on peut pas parce qu'il y a ce truc-là qui bloque et qui est une nouvelle feature, alors qu'en fait, on s'en fout, quoi. Donc vraiment, on a voulu vraiment compartimenter et puis travailler problème après problème. Et on a une question du coup de ADBL95 qui nous demande comment gérer au mieux la transition avec les nouveaux écrans et parcours auprès des utilisateurs pour qu'ils les adoptent et retrouvent bien leurs fonctionnalités. Bah, tu valides ça par des tests utilisateurs. Tu vois, genre, un des derniers trucs qu'on a dû faire avant de s'assurer qu'on allait se lancer dans cette implémentation, c'était que les gens seraient pas perdus autour de ce qu'on allait faire. Donc, on a pris des protos, on les a fait assez fidèles. D'ailleurs, on a utilisé un outil qui s'appelle Origami ou des outils qui s'appellent Origami ou Protopie qui permettent de faire des choses plus poussées qu'un Figma ou un Sketch. Et en fait, en ayant un truc le plus proche possible de ce qui sera implémenté, plus proche possible d'une application finale, quoi, d'un produit fini, en fait, tu es capable en faisant tes tests utilisateurs, d'être au plus proche de comment il se comporterait avec un vrai produit dans les mains, tu vois. Et en fait, en faisant ces tests-là, tu valides qu'il soit capable de commander un trajet et de voir les indications de où est le driver, c'est quoi sa plaque, etc. Une fois que tu as validé ça, en fait, tu te dis, bon, bah, tu croises les doigts pour que t'aies pas eu que des faux positifs dans ton panel de testeurs, tu vois, mais globalement, ça dérisque un peu le fait de pouvoir shipper un truc au plus grand nombre et qui se plante, quoi. Et du coup, moi, ma question, c'est combien de temps s'est écoulé entre le retreat design et la première release? Tu veux vraiment À qu'on peu se près fâche. le redesign de Light. Pas Tu veux qu'on se vraiment qu'on fâche. se fâche, Non, là. non, c'est souvent des problèmes qu'on a, en tout cas, j'imagine, dans beaucoup de nos produits. C'est qu'on fait toute la conception et qu'après, on se demande quand est-ce que véritablement ça va sortir. Et que voilà, on a souvent, on doit donner de la visibilité à des personnes qui nous en demandent aussi. Donc savoir voilà comment vous ça s'est passé chez vous. Il s'est passé 1 an et demi, 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et en gros, c'est un projet. La plus grande difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de le faire atterrir dans la roadmap, quoi. Parce que ben c'est un projet qui est important mais pas urgent et donc du coup il se fait tout le temps doubler par les trucs, les urgences qui arrivent, etc. Tu vois. Et si tu fais pas ce travail de se dire bah, maintenant on prend les ressources pendant 2 semaines et on implémente ce truc-là, sinon tout le monde a travaillé tout le monde a travaillé pour que dalle et l'implémentation du design system, on va continuer à galérer à créer des interfaces sans ça. Ben voilà, tu t'en sors pas si tu fais pas ça, quoi. Donc voilà, je sais pas, ça répond complètement à ta question sur le temps qu'il a fallu, mais C'est bon, ça répond bien, parfait. Est-ce que tu du t'es coup, du coup, pour compléter un petit peu, tu vois, j'aurais précisé, ça n'a pas été 2 ans full time à bosser sur le redesign, tu vois. À un moment, on avait ce redesign retreat, on avait à peu près à quoi devraient ressembler les écrans, et il s'est passé énormément de temps pour qu'en fil rouge, on commence à travailler sur des composants, des specs, etc., qui se sont implémentés, qu'on trouve de la place dans la roadmap, etc. Ouais, j'allais Bien sûr, rebondir très sur clair. ça. C'est est-ce que du coup vous vous armiez de KPI pour un peu dire bah en fait il faut que ça passe dans la roadmap, il y aura forcément des retombées de business, etc. Et je rejoins un peu, du coup, on a une question de Xapol75. Donc, depuis l'implémentation de votre nouveau site web, avez-vous, ou app mobile, avez-vous observé un réel impact au niveau de la conversion? Donc, c'est vraiment, est-ce que vous avez mesuré et du coup pu prouver que ça a bien changé quelque chose? Ouais, c'est ça. Ouais, on a A/B testé en fait les deux. On s'est arrangé pour qu'à l'implème il soit possible de pouvoir tester nouveau design contre ancien design. Et en fait, je crois qu'on faisait, alors je sais plus si c'est 3% de ride en plus avec le nouveau design ou 3% de conversion sur le flow en plus, mais on avait un impact positif effectivement sur ce truc-là parce que le flow était plus clair, parce que voilà, des écrans qui s'enchaînaient mieux, etc. Mais ça, c'était un peu le bonus, si tu veux, la cerise sur le gâteau, parce que globalement, le problème qu'on cherchait à résoudre, c'était un peu le côté rajeunir un peu le truc, l'image de l'application et améliorer l'implémentation par les devs. Et ça, globalement, améliorer l'implémentation par les devs, tu vas pas énormément avoir de maîtrise pour ça, tu vois. Genre,
personne ne traque combien de temps il te faut pour implémenter un écran, ça n'a pas de sens, surtout que ça va changer d'un écran à l'autre. Mais par contre, qualitativement, tu étais capable de voir que les devs étaient contents d'utiliser le nouveau design system, qu'ils trouvaient ça plus rapide, qu'ils étaient contents parce que leur code était plus propre, etc. Tu vois. Et des devs heureux dans une boîte, on Ça va n'a loin pas de avec prix. ça, je pense. Voilà, exactement. C'est clair. Alors sinon, on a également du coup une question de aussi Abdel95. Avez-vous dû prendre en compte, anticiper dans les maquettes de redesign, en plus du fonctionnel existant, les prochaines fonctionnalités prévues à la roadmap, dont la livraison devait atterrir juste après l'implémentation du redesign? C'est un vrai... Ouais, j'ai tout suivi et de toute façon, j'ai la question sous les yeux. Mais ouais, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question parce que déjà, il faut que tu t'assures que les composants que tu crées soient faciles ça soit possible de se projeter à l'avenir et de se dire, ah ben, on pourra faire ça avec ce composant, etc. Tu vois. Donc, quand tu crées tes composants déjà, tu crées ton design system, tu essayes déjà d'anticiper des besoins qu'il peut y avoir à l'avenir. Et les besoins, tu les connais parce que c'est les projets dont tout le monde parle dans une boîte, se dit ce truc-là, on le fera l'an prochain, etc. Tu vois. Donc, tu as une idée qui n'est pas matérialisée de c'est quoi les prochaines fonctionnalités, mais par contre, c'est dans la tête de tout le monde. Donc, du coup, quand tu crées tes composants, tu peux anticiper ces cas-là et te dire on va les créer pour que ça fonctionne. Quoi. Et puis, je crois que ça fait un peu le taf, la réponse à la question. Quoi. Je crois que c'est à peu près ça le truc. Tu vois. Après, ce qu'on essayait de faire aussi, c'était de créer les écrans de ces trucs, tu vois, des projections un petit peu de à quoi ça pourrait ressembler cette feature dont tout le monde parle depuis 1 an là et qui est prévu de faire à la sortie du redesign. Quoi. Donc tu regardes si ça fonctionne et si on est capable de créer l'écran avec les nouveaux composants qu'on a créés. Tu vas tester un petit peu si tu as bien anticipé les cas. Ok, très clair. Et est-ce que tu penses qu'il y a des cas où des entreprises, enfin, ou plutôt des produits, où pourraient être contre-productifs de mettre en place un design system? Ouais, toutes les boîtes qui n'ont pas validé leur business model, tu vois, leur business model ou l'appétence, leur market fit, si tu veux, ça sert à rien d'implémenter un design, enfin, ça sert à rien. Ça serait avoir énormément confiance dans ton business model et dans ton market fit que d'implémenter un design system dès le début, si tu veux. Une boîte, une startup qui se lance, elle a besoin de prouver ce truc-là. Donc en fait, elle va faire des trucs dégueux juste pour pouvoir tester, aller le plus vite possible, tu vois. Et se poser, tu vois, t'imagines, tu lances une startup demain, tu sais pas si tu vas avoir des clients, tu sais pas si ton market fit il est bon, et en fait tu vas te dire, bah on va créer tous les composants correctement et puis bien l'implémenter pour avoir notre design system. Non, ça, je pense à ce moment-là, tu t'en fous, quoi. Et tu fais le truc le plus rapidement possible. Ouais. Et peut-être que la fatalité, c'est qu'une boîte qui a grossi comme ça un peu vite, qui a prouvé son modèle, ben, peut-être elle passe par des étapes de refactorisation derrière de son design system et que c'est un peu la fatalité des boîtes. Sinon tu as fait ça consciencieusement, etc. Mais il fallait vraiment avoir confiance dans le fait que ta boîte allait en faire quelque chose. Sinon, tu as perdu ton temps. D'accord. Et pour toi, maintenant, avec du recul, avec du recul, pour toi, c'est quoi les bonnes questions à se poser avant de mettre en place un design system, et quels ont été aujourd'hui aussi avec du recul les défis principaux que vous avez dû surmonter pour la mise en place de ce design system là? Sur les défis, on en a un petit peu parlé, hein, c'est Oui. vraiment la priorisation. Après, les bonnes pratiques, c'est ça le début de la question? Oui, au niveau des bonnes questions à se poser. avant, les bonnes questions à se poser. Les bonnes questions Moi, par à se poser. exemple, sur mon produit, je me dis, bon, j'ai trop de différences de composants sur mon application ou sur mon site internet. J'ai envie de faire mieux, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et je ne sais pas par quoi commencer. Comment je devrais faire? Ben, effectivement, tu vois, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que le redesign, c'est entre guillemets, un caprice de l'équipe design, de se dire, bah putain, moi je suis designer, j'arrive dans une boîte, l'app elle est dégueulasse, donc je veux à tout prix la redesigner, tu vois. Et en fait, ça, c'est je pense que c'est des mauvaises raisons
de se lancer dans un redesign, derrière, il faut vraiment des raisons qui soient soit business, soit technique, comme on disait, tu vois, de refléter une meilleure image, ou alors de implémenter des écrans plus vite, etc. Parce que juste un designer qui arrive et son seul but, c'est d'avoir dans son portfolio une belle application qu'il a redesignée, etc. Ouais, c'est pas super intéressant, quoi. Donc peut-être que un designer qui arrive dans une boîte, il doit un peu faire le dos rond et puis se dire bah ouais, on va accepter de travailler sur cette application qui qui est dans un style pas ouf pendant 1 an, pendant 2 ans. Et après, ouais, peut-être on se posera et on redesignera l'application quand on sera 3, 4, 5 designers, quoi. Donc ça, c'est peut-être la première question à se poser, elle est autour de ça. Après, l'autre question à se poser, c'est est-ce que tu fais quelque chose qui est très proche des guidelines système, iOS, Android, ou un truc un peu custom? Tu vois, un truc complètement custom où globalement, tu vas avoir comme effet bénéfique déjà de créer les mock-ups en une fois. Alors ça, c'est vraiment cool pour tous les designers. Ils disaient, bah voilà, moi j'ai fait tes écrans, t'as la status bar iOS, mais tu files ça à un développeur Android et il se fait pas chier parce que globalement tous les composants c'est les mêmes, quoi. Donc ça, c'était On peut tout reprendre. Ouais. plutôt agréable. Ou alors tu te poses la question de faire des trucs système. Et ça, c'est intéressant aussi. Et, tu vois, genre peut-être c'est une question qu'on ne s'est pas suffisamment posée suffisamment longtemps, de se coller le plus possible à iOS et ce que propose iOS et Android. Parce que ça permettrait de bénéficier de toutes les updates que ces composants ont pendant le cycle de vie de ton application, quoi. iOS qui change ces cellules ou je sais pas quoi, bah en fait ton redesign bénéficie parce que ça a été créé avec les composants de système, tu vois. Mais là, bah, tu perds un petit peu en homogénéité, tu fais pas exactement ce que tu veux, etc., quoi. Et on s'est dit que bah, comme une app comme Itch avec VTC, beaucoup de choses qui se passent sur la map, etc., et des cartes en superposition, comme c'est pas pas une app comme beaucoup d'autres, tu vois, genre la plupart des apps, c'est des listes que tu scrolles, etc., avec des écrans que tu passes, etc. T'as pas les headers, les navbars, tout ça. Eh ben, peut-être qu'on va faire du custom, quoi. Mais c'est vrai que peut-être on a sous-estimé l'importance de cette question-là et qu'on voulait faire du custom parce que c'est peut-être un péché de designer, tu vois, de vouloir faire redesigner, un peu réinventer la roue, redesigner un peu tout comme il a envie, etc. Peut-être, je dis pas que la décision serait autre si j'avais à me reposer la question. Je dis juste que j'y accorderais peut-être plus de temps et qu'on réfléchirait peut-être plus longtemps à faire ça. Et là on se posait les questions de quelles sont les bonnes questions à se poser avant. Là, on a une question de Remduf qui nous demande, une fois ton design système en place et le redesign système réalisé, quelle est la next step selon toi? Faire évoluer le design système en permanence ou l'utiliser jusqu'au prochain redesign complet? Non, un redesign system, c'est pas un produit fini, tu vois, genre de la même façon que ton app, elle est pas finie non plus. Tu as toujours des besoins qui arrivent, toujours améliorables, etc. Donc, tu as quand même des process à créer vas-y, comment on fait évoluer le design system et comment on fait bénéficier toutes les équipes de ces nouveautés, etc. Donc, il y a dû créer à la suite de ce design system des rendez-vous, enfin, d'implémentation, là, des rendez-vous un peu réguliers avec les référents design system iOS, Android, web, pour pouvoir faire évoluer le truc, tu vois. À la fois que nous, on puisse discuter avec eux des nouvelles idées de composants qu'on avait, eux qui puissent aussi discuter avec nous des limitations qu'ils voient ou des trucs qu'ils voudraient factoriser, etc. Et en fait, on le fait évoluer comme ça. Et on s'était donné une petite règle, enfin 2 petites règles pour faire évoluer un composant. La première, c'est quand tu veux rajouter un truc au design system, il faut que tu nous montres que c'est merdique sans. Donc en gros, on disait, notre design system s'appelait Flamingo. On disait, tu me fais un écran Vanilla Flamingo, donc en utilisant que ce que Flamingo permet aujourd'hui, sans ton petit redesign composant custom, quoi. Et si c'était vraiment merdique, on se disait, on passait à l'étape suivante du process. L'étape suivante du process, c'est dans quelle mesure c'est réutilisable. Est-ce que ce nouveau composant-là, dans les prochains projets, dans les précédents projets, est-ce que cet incrément-là, cet ajout peut faire profiter d'autres features, d'autres équipes, etc. Donc il y avait ces 2 règles-là, de Vanilla Flamingo et le côté réutilisable
projeter est-ce que c'est un truc que tu vas utiliser qu'une fois ou pas. Et puis, dans ce cas-là, on se lançait, on faisait évoluer le design system. Donc ça, c'était pour le côté, le faire évoluer. Après, dans les autres étapes, les next steps, c'était, alors c'est peut-être pas dans toutes les boîtes comme ça, parce que nous, on avait une équipe Brain qui a commencé à se structurer. Donc c'est comment tu réalignes ça. Et donc en fait, on a eu Flamingo 2.0 qui est arrivé pile au moment où je partais, qui était une version du design system réalignée avec la nouvelle identité visuelle de Itch. Et en fait, ce truc-là, à implémenter, ça a pris très peu de temps parce qu'on avait fait ce travail de factoriser tout, d'avoir une approche systémique sur nos composants, etc. Ça a pris très très peu de temps aux développeurs Android et iOS pour l'implémenter, ce Flamingo 2.0. Donc voilà un peu les deux next steps, c'est trouver les process pour le faire évoluer et peut-être se rapprocher de la brain si ça n'a pas été le cas, parce que tu as ces problématiques, même dans d'autres boîtes, je pense que c'est le cas, tu vois, de faire transparaître un peu la marque dans le design system. Ok, c'est pas mal comme tips, c'est bon à retenir. J'essaye. Oui, il y a d'ailleurs DL In qui nous parle de dette technique, pardon, à ne pas accumuler, et que parfois il faut le faire assez tôt. Du coup, là, ça me fait penser à ton Flamingo 2.0, c'est ça? Au final, du coup, comme ça allait très vite, on voit qu'au niveau de dette technique, on voit tout l'intérêt d'avoir mis en place un design system, quoi. Donc, c'est clairement. Ouais. Et toi, si aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'entreprise qui, selon toi, ou du moins ou que tu utilises, utilise un bon design system ou toi, tu apprécies tout particulièrement? Ouais. Alors, je vais donner deux, trois exemples. Le premier, c'est Algolia. Alors, je repars un peu sur la pub The Design Crew parce que en fait, on a lancé une masterclass sur les design systems et c'est un brand designer d'Algolia qui fait le mentor sur cette masterclass-là. Donc, eux, ils ont un design system qui est très proche de la brand également parce que la brand est très présente dans son développement. Et honnêtement, quand il nous a montré des trucs pour faire les slides de la masterclass, etc., c'est vraiment, vraiment canon, quoi. Donc, il y a eux, Algolia, qui font un très bon taf. Il y a Spotify, où en gros, j'ai bien aimé, il y a eu un article récemment, il y a peut-être un an ou un truc comme ça, sur les systèmes de design system ou un truc comme ça. Eux, ils ont plusieurs design systems et en fait, c'est comment tu fais évoluer tout ça et c'est quand même un mastodonte maintenant, tu vois, genre tu peux avoir Spotify sur ton frigo, quoi. Donc en fait, il faut que tu aies des composants pour ce frigo-là, tu vois. Donc il y a ces problématiques de comment tu fais évoluer des design systems, de design system. Ça, c'est assez marrant. Puis après, tu as des trucs un peu classiques, des Airbnb, des trucs comme ça. Et après, visuellement, il y a des trucs qui sont hyper canons, comme Headspace, par exemple. Ils ont un design system où visuellement, en fait, c'est super agréable, etc. Et Voilà ce qui me vient un petit peu. Et derrière le design system de Itch, est-ce que vous êtes allé loin, par exemple, sur ce que représentaient les couleurs, etc. Je sais que, par exemple, les design systems, ils vont aller jusqu'à choisir le ton de la marque. C'est vrai que Itch, ils sont assez originaux sur la façon de communiquer. Du coup, vous aviez pensé à tout ça au moment de faire le design system ou comment ça s'est passé au moment de... Le ton de la marque, tu veux dire? Genre le tone of voice de la marque, comment tu parles à tes utilisateurs, etc. Exactement, Et comment voilà. Alors, dans le design system, il était prévu de créer des guidelines de tone of voice également pour pouvoir créer des messages d'erreurs, des empty states, etc., qui suivent un peu une trame commune, quoi. Ça n'a pas été quelque chose qui a été complètement implémenté avant que je parte, parce que c'était pas prio, etc. C'était un peu l'étape d'après. Mais je pense que ouais, ils devraient travailler là-dessus et j'imagine qu'ils ont ça dans leur radar maintenant aujourd'hui. Donc, est-ce que la question était autour de comment le tone of voice, ça se répercute dans le contenu, la copie du design system, etc. ou Exactement, c'est ça. Ok. Ouais, on essayait quand même d'avoir dans le design system aussi un espèce de glossaire de termes à utiliser. Tu vois, par exemple, les boutons, ça ne fallait pas que dans un coin de l'app, tu aies des boutons que ça soit validé et ailleurs des boutons qui s'appellent confirmés, tu vois. Donc on avait une espèce de glossaire, c'est un content system entre guillemets aussi. Et voilà qu'on essaie d'avoir une nomenclature commune aussi au niveau de la copie.
Et du coup, en termes de documentation, moi, je me posais la question, sur quoi vous travaillez comme outil pour justement que ça soit partagé à l'ensemble de l'entreprise et de Alors, toutes les parties prenantes d'ailleurs. il y a pas mal d'outils tu vois, il y a Zero White ou des trucs comme ça qui sont ou Storybook, ouais, Storybook en fait, qui sont très Mhm. bien pour la documentation de design system, ça. Alors, on avait un Storybook pour toute la partie web et nous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les trucs. Après, on avait tout dans Notion. Tout dans Notion, quoi. Toutes nos specs, les écrans avec les liens Figma, etc. Donc on a beaucoup travaillé avec Notion. Pareil pour les release notes de Flamingo, tu vois, du design system, on avait le changelog dans Notion, etc. Donc on avait beaucoup de choses dedans. Après, oui, pour l'implème, ils utilisaient Jira euh, pour implémenter les trucs, tu vois, on créait un ticket pour changer un composant, etc. Et puis, bah, tu avais Figma où tu avais tout le UI kit à disposition des designers pour qu'ils puissent travailler, quoi. Donc, globalement, ouais, Jira pour l'implème, Notion pour tout le reste et Figma juste pour la partie design. D'accord. Et du coup, Notion, tout le monde y avait accès. Je sais pas si je suis quelqu'un du marketing ou du commerce, il pouvait aussi se Mm. rendre sur ces pages-là. Bah, Notion, c'était hyper central dans la communication chez Itch, parce que boîte remote, parce que culture de l'écrit, du coup, obligé, etc. On avait un Notion qui était gigantesque. T'avais tous les départements, tous les projets, toutes les notes de projet, etc., toutes les timelines, etc., qui étaient dans Notion pour tout le monde, donc, et accessible à tout le monde. Tu vois, genre, c'était, à part tes pages privées, c'était ouvert absolument à tout le monde, quoi. Trop Et du, cool. et du coup, la question qui va beaucoup intéresser, c'est au niveau des choses qui se sont mal passées ou des choses que tu aurais mieux fait. Est-ce que voilà, il y a des enseignements que tu as pu avoir ou voilà, des choses que tu aurais fait autrement? Sous-estimer le temps que ça pourrait prendre. Tu vois, genre, ça, on pensait que ça allait prendre du temps, mais peut-être pas à ce point-là. Être un peu plus directif sur le côté, euh, faut qu'on implémente, faut qu'on dégage du temps pour implémenter ça. Arriver Ouais. avec l'idée du red redesign plus tôt, tu vois, pour pouvoir se dire, bah voilà, on prend 2 semaines et c'est 2 semaines qu'on a pour faire notre meilleur shot possible pour implémenter et derrière, en gros, ça nous mène, quoi. Euh, Après, dans les autres erreurs ou les trucs que je ferais différemment, euh, c'est une bonne question à se poser, mais tu vois, on est passé de Sketch à Figma, Mm. euh, de Sketch à Figma pendant le process, parce que ben voilà, c'était pas suffisamment difficile que ça. Là. Enfin, donc du coup, on s'est rajouté des, euh, des embûches, quoi. Mais ça, je saurais pas dire, tu vois, je saurais pas dire, mais je me reposerais peut-être la question différemment de si ça a été bénéfique ou pas au projet. Tu vois, parce que mine de rien, tu changes d'outil, tu passes tout de Sketch à Figma, donc il faut tout refaire, tous les écrans, tous les composants, etc. Mais comme tu refais les écrans, bah, déjà c'est plus propre que ce que tu avais Mm. fait. Et derrière, ça relance un peu de motivation. Derrière, ça te permet d'être sur un outil qui est un peu plus, enfin, sur lequel c'est un peu plus facile de collaborer. Figma Mhm. a ça par rapport à Sketch, que c'est un peu plus simple de collaborer dessus, quoi. Donc, je me poserais la question différemment avec l'expérience que j'ai maintenant, tu vois, avec le recul que j'ai, de se dire est-ce qu'on le fait maintenant ou pas, mais difficile de savoir si c'était bénéfique ou pas. Euh, Ça avait été bien reçu par les équipes en tout cas, Bah, quand vous avez fait le ça venait des équipes, tu vois, genre, on événement. s'est un peu posé la question, tu vois, on avait cette culture un peu dans l'équipe design de, on est ouvert à plein de trucs, on teste des choses, si ça nous plaît, on adopte, sinon on dégage, quoi. Donc, oui, il y avait D'accord. une ou deux personnes réticentes un peu au changement, mais globalement, parce que ça fonctionne pas exactement pareil, Sketch et Figma, etc. C'est un Mais changement. globalement, ça venait plus ou moins de l'équipe design et on a fait ce changement-là, quoi. Et pourquoi vous aviez changé d'outil justement Euh, pour, bah, tu vois, pour tous les aspects de collaboration que ça a apporté, Mm. etc., tu vois, c'est pas lié au redesign, c'est plus lié à la façon dont les gens travaillaient dans leur squad avec leur équipe, tu vois. En termes de collaboration pour les commentaires, c'était vachement bien. En termes de Mhm. intégration dans les specs Notion, tu faisais un embed, tu avais des écrans et comment, illustrer tous tes cas comme ça dans Notion, c'était vachement bien, etc., quoi. Mm. Et moi, je me souviens, un truc qui avait fait mouche, alors il y a peut-être des gens qui sont sur Sketch et des gens qui se posent la question
Sketch, Figma, etc. dans le chat. Mais Fabiano, qui a bossé avec moi et qui est un designer de chez Hitch, qui bosse maintenant chez MetaLab et qui est très fort, il me disait, moi, quand j'ai testé ce truc-là, je fais le même parallèle avec Spotify. Tu sais, Sketch et Abstract pour le versionning, etc. Ça fonctionne comme ton vieux lecteur MP3 où quand tu avais à télécharger de la musique, tu dézippais le truc, tu organisais ça dans tes dossiers, tu les mettais sur ton lecteur MP3, tu créais tes playlists, etc. Et Figma, c'est Spotify. En gros, tu fais ta recherche, tu lances ton morceau et c'est terminé, quoi. Et ça m'a assez marqué comme analogie. Je fais, c'est pas con. Et finalement, c'est un bon choix, quoi, je pense. Ouais. Donc, en gros, un bon choix d'outil, c'est un outil collaboratif au maximum, quoi. Ouais, parce que tu passes quand même pas mal de temps sur le côté création d'interface et puis implémentation avec l'équipe technique. Donc, surtout à distance, tu vois, surtout à distance quand t'es pas à côté d'eux toute la journée, avoir un truc qui te permet de laisser des commentaires, répondre rapidement, etc. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Du coup, ça a tout son sens aujourd'hui, quoi. Si vous êtes dans le chat, voilà, sur une redesign. Je ne sais pas si vous avez encore des questions justement à poser à Julien. Alors, il y a une question que j'avais loupée. Donc, désolée, j'ai essayé de suivre pour tout le monde. Ça concernait du coup les tests. Donc, pouvez-vous expliquer le testing des 2 designs avec les users? Quelle est la méthode utilisée, s'il vous plaît? Alors, on utilisait un outil d'A/B testing qui s'appelait Launch Darkly et sur lequel on était capable de dire, en fait, on va prendre 5-10% de notre base d'utilisateurs et on va en faire 2 groupes. 5% on va mesurer la conversion de 5% qui voient l'ancien design et on avait des flags dans le code qui permettaient de voir l'autre design et on le mettait à les 50% de ces 10% d'utilisateurs. Et en fait, on compare comment se comportent ces 5% versus les 50%. Et derrière, s'il y a plus de trajets qui sont faits, s'il y a plus de commandes qui sont faites, etc. Voilà comment on faisait. Okay. Ça marche. On a d'autres questions, Jessica? Parce que je vois qu'il est 19h50. Que le temps tourne. Oui, on a une dernière question du coup. Donc, il y a 2 questions. Alors, c'est toi qui fais les illustrations sur le mur? Alors, non, c'est pas moi. Alors, ça fait partie de la charte visuelle, un peu de l'identité visuelle de The Design Crew, et c'est Sébastien Vizet qui a fait ça, qui est creative director chez Algolia. On y revient encore un petit peu. Il nous a un petit peu aidé avec la déco, etc. Il a une chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est pour faire un petit peu de pub également. Et puis, voilà pour la dernière question que j'avais, quoi. Et puis, il y a Rémi qui dit non, j'ai pas de question pour vous, mais ce sera quand le prochain Design Corner? Alors le prochain Design Corner, tel qu'on le voit, c'est qu'on va laisser passer les grandes vacances tranquillement et qu'on aura certainement le prochain à la fin septembre. Donc avec, voilà, ça se passera sous le même format table ronde. Et puis on communiquera tout ça sur LinkedIn comme on l'a fait pour celui-ci. Ouais, vraiment format discussion. Donc on espère que ça vous a plu. Pas mal de tips de ta part, Julien. C'était vraiment très cool de partager en tout cas cette expérience. Je sais que ça peut être un mauvais moment de faire un redesign. Enfin, on peut avoir l'excitation du début et après quand on est dans l'effet tunnel, que ça sort pas, que c'est pas priorisé dans les roadmaps, un peu d'être désabusé. Mais en tout cas, voilà, c'est des bons tips à savoir. Ouais, en tout cas, du coup, pour rebondir, moi, je voulais dire un grand merci déjà à Julien pour ta participation en plus au lancement de ce Design Corner-là. Merci beaucoup à Jessica qui a quand même beaucoup travaillé aussi pour tout ce qui est configuration sur Twitch, notamment, et pour l'animation de ce jour, toute la tribu X, tout et vous. Pour information, il y aura un replay qui sera disponible sur YouTube le 3 mai. Il y a un article à venir qui sera sur le blog de Weevoo qui a été écrit par Julien et qu'on vous communiquera à partir du 5 mai. Voilà, pour creuser. Jessica, je te laisse annoncer les prochains événements. Alors oui, je pense que merci beaucoup. Voilà, on va vous mettre le lien dans le chat en fait, voilà, du blog Weevoo où vous allez retrouver les articles de Julien. Du coup, encore merci Julien. Le lien YouTube également. Et sinon, je pense qu'il y a aussi une petite communauté du X qui est présent sur le chat, mais aussi de PM. Donc, il faut absolument pas louper le rendez-vous de mercredi prochain, donc de l'after produit, où en fait, on aura le plaisir d'accueillir donc Sophie Martin de Muto, Head of Product Design chez Mano Mano,
Et justement, on va encore couvrir d'autres problématiques du product design, de l'UX, où en fait, on va parler des équipes UX design qui sont sous-staffées et comment en fait bien vivre ce moment jusqu'à ce qu'elles soient, voilà, que ces équipes grandissent. Donc, on va également vous donner les liens de l'after produit. Donc, ce sera sur cette chaîne, donc League of Weavoo, à 19h. Et on espère que vous serez très, très nombreux aussi. Et encore merci à toi, Julien. Merci, Capucine. Merci de m'avoir reçu. Merci à bientôt. Et merci à tous dans le chat. Allez, bonne soirée, salut.